Bonjour à tous, Thierry et moi sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur les nouveautés stratégies qui sont sorties en mars et en juin 2025. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous ferons le maximum pour y répondre à l'écrit pendant la session. Voici l'agenda que nous vous proposons aujourd'hui. Je vais commencer par une rapide introduction avec un rappel des dernières annonces et des ressources à votre disposition. Puis Thierry vous parlera et vous fera une démonstration de Mosaïque, notre couche sémantique universelle. Je vous présenterai ensuite notre nouveau chatbot conversationnel Auto 2.0 basé sur l'architecture agentique avec notamment le support de données non structurées. Et enfin, nous verrons ensemble certaines des principales nouveautés BI arrivées cette année dans la bibliothèque, dans les dashboards, pour l'export, la distribution et l'administration. Maintenant par un petit rappel de deux annonces qui ont été faites au premier trimestre 2025, au cas où certains d'entre vous les auraient ratées. Tout d'abord, le 6 janvier 2025, MicroStrategy a communiqué à tous ses clients la fin programmée de sa version on-premise et la transition vers une offre exclusivement cloud. Si vous souhaitez en savoir plus sur les raisons de cette annonce, sur le calendrier de fin de support et les bénéfices du passage en cloud, je vous invite à regarder notre webinaire qui s'appelle Préparer l'avenir en basculant vers Stratégie Cloud, qui est disponible sur notre site. Ensuite, en mars 2025, MicroStrategy est devenue Stratégie avec un changement de nom, mais également de logo, de branding. Ce nouveau branding est le reflet de transformations majeures à différents niveaux. Donc, tout d'abord, en termes de produits, on n'a jamais autant innové. On va retrouver notamment notre plateforme cloud moderne basée sur une architecture conteneurisée et des microservices, une IA générative basée sur une technologie agentique ou encore notre nouvelle couche sémantique universelle. Le deuxième point, c'est une transformation au niveau de notre organisation avec un renouvellement de certaines équipes, une nouvelle organisation Customer Success depuis l'année dernière et un investissement accru en marketing et également un gros focus sur nos partenaires. Et le dernier point, vous avez sans doute vu le B en haut à droite de notre logo, un B proche de celui du Bitcoin. C'est une façon pour Stratégie de souligner fièrement son lien avec le Bitcoin, une stratégie financière audacieuse qui nous permet aujourd'hui de rester indépendants et donc de ne pas être acheté, par exemple, par une grosse entreprise de la tech. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous et pour nos clients. Nous restons à votre disposition si vous avez la moindre question par rapport à ces annonces. Vous pouvez accéder à la liste des principales nouveautés par version sur notre site de démo. Donc, vous voyez le lien ici, demo.microstrategy.com/microstratégie librairie. Donc, sur ce site, vous avez de nombreux dashboards et notamment ce dashboard qui s'appelle What's New in Strategy One qui va lister les principales nouveautés par version. Et si vous voulez une vision plus exhaustive, vous pouvez faire une recherche stratégie What's New ou microstratégie What's New et accéder à notre README dans laquelle vous avez la liste de toutes les fonctionnalités par update avec des liens vers la documentation. Je donne maintenant la main à Thierry qui va vous présenter Mosaïque, notre couche sémantique universelle. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter une des nouveautés majeures de cette année 2025, et certainement la nouveauté la plus notable de la release de juin, les modèles mosaïques. Vous connaissez pour beaucoup d'entre vous la couche sémantique, qui permet de faire reposer les applications métiers sur un socle d'objets gouvernés et permet de centraliser la définition des règles de gestion de façon à avoir une seule version de la vérité pour tout le monde et pour tous les usages. Cette couche sémantique est apparue il y a plus de 25 ans, très tôt dans l'histoire du produit. Elle est aujourd'hui robuste, complète, elle embarque la sécurité avec les ACL sur les objets et les filtres de sécurité sur les données. Elle constitue d'ailleurs une raison importante du choix de la solution stratégie pour nos clients, mais sa portée reste limitée à l'écosystème stratégie. Elle n'est pas ouverte sur l'extérieur par nature. Notre R&D a donc décidé d'éliminer cet obstacle, d'ouvrir la sémantique sur l'extérieur, de façon à permettre aux autres outils data de l'entreprise de pouvoir accéder à cette couche de gouvernance, ce qui a donné naissance au modèle mosaïque.
Un modèle mosaïque peut être connecté à toutes les sources de données habituellement supportées. Donc base on-premise, base en cloud, fichier plat, et il peut être multisource. Un modèle mosaïque peut être défini en mode Live Connect, pour jouer le rôle d'une couche d'abstraction métier uniquement, comme la couche sémantique classique, ou il peut être in-memory et embarquer les données aussi, comme un cube. Un modèle mosaïque offre une interface SQL, une interface DAX très bientôt, et une interface API REST. Une fois créé, il peut donc être consommé au travers des outils stratégiques que vous connaissez, mais aussi au travers d'outils de data viz comme Tableau ou Power BI, au travers d'agents IA ou d'outils de data science, ou au travers d'outils bureautiques comme Excel, et aussi c'est tout nouveau avec la release de juin depuis Google Workspace. Un modèle mosaïque va donc pouvoir jouer le rôle de couche de gouvernance centrale multi-outils. C'est là sa grosse valeur ajoutée. Avoir une couche de gouvernance qui n'est ni liée à votre source de données, si un jour vous changez de source, vous pourrez repointer votre modèle mosaïque, ni liée à votre interface data. Il embarque de plus les mêmes capacités de sécurité que la couche sémantique historique, ACL sur les objets et filtre de sécurité sur les données. Dans un projet stratégie, vous pourrez avoir plusieurs modèles mosaïques qui coexistent, ce qui permettra le travail en parallèle de plusieurs équipes, chacune sur son modèle, ce qui n'est pas possible avec la couche sémantique historique. Et que devient-elle d'ailleurs, votre couche sémantique actuelle ? Elle peut, elle aussi, être ouverte désormais sur l'extérieur. Ça, c'est un point important à souligner. Vous n'avez pas à la convertir en mosaïque. Elle peut rester telle qu'elle et peut tout à fait continuer à vivre à côté des nouveaux modèles mosaïques que vous allez pouvoir créer à partir de maintenant et qui auront toute leur pertinence pour un nouveau pan applicatif non encore modélisé ou sémantisé. Un mot sur la construction maintenant. On entend souvent que la couche sémantique, c'est très efficace pour garantir la cohérence des données et faciliter la maintenance des applications BI dans le temps, mais que c'est long à construire et que ça demande une certaine expérience. Et là aussi, notre R&D a fait un grand pas en avant avec Mosaic. Non seulement les modèles Mosaic sont ouverts sur l'extérieur, mais on va réduire drastiquement leur temps de création avec l'aide de l'IA qui va automatiser l'essentiel des tâches. Sur la base des tables ou des fichiers choisis, l'IA va créer les attributs et les mesures, créer les jointures entre tables, créer les hiérarchies entre objets, proposer un chatbot pour créer des formules, des mesures dérivées. L'IA va aussi détecter des problèmes dans les données comme des doublons, des types de données non cohérents et proposer des actions pour les résoudre. L'IA va aussi permettre d'enrichir les données, par exemple en créant des axes temps à partir de la date. Et rassurez-vous, vous avez toujours la main. Si l'IA a créé un objet ou une jointure qui vous semble incohérente, vous pourrez faire les ajustements nécessaires avec les éditeurs classiques. Et tout ça se fait dans une nouvelle interface appelée Mosaic Studio, directement intégrée dans le portail librairie. C'est encore un autre avantage des modèles mosaïques. Pas besoin de clients lourds pour la construction. Tout se fait en web avec une simple licence Power User. Alors que la construction d'une couche sémantique imposait d'être un expert technique, la construction d'un modèle mosaïque est beaucoup plus accessible et à la main d'un expert métier. Je vous montre ça sur une démonstration. Nous voici dans l'interface librairie. Je crée un modèle mosaïque un peu comme je créerais un rapport ou un dashboard. Je choisis le projet dans lequel l'enregistrer et la première étape, c'est de se connecter aux données. J'ai les sources de données déjà préconfigurées qui apparaissent à l'écran et je peux bien entendu rajouter une nouvelle base de données. J'ai alors accès à l'intégralité des sources de données classiquement supportées par la plateforme. Je peux ajouter des systèmes de stockage cloud, un SharePoint, un OneDrive ou autre, ou des sources de données qui acceptent la communication par API. Pour les besoins de la démonstration, je vais m'appuyer sur ma base Snowflake et je vais aller chercher au sein du serveur Snowflake la base qui m'intéresse. Je peux prévisualiser le contenu de chaque table par un simple clic et je vais choisir l'ensemble des tables dont j'ai besoin pour créer mon modèle mosaïque. Je prends ces 7 tables, vous voyez qu'elles apparaissent à droite. Je clique sur le bouton Proceed ou Continuer en haut à droite
Et c'est là qu'a lieu la création du modèle mosaïque. Donc vous le voyez à gauche, l'outil crée les attributs, crée les mesures, crée les jointures. Vous avez un profilage des données qui apparaissent dans l'écran au centre. Une fois que le modèle est créé, donc vous voyez que tout apparaît à gauche, il a aussi créé des descriptions sur les objets. Vous pouvez les rentrer manuellement, mais l'outil a automatisé la création des descriptions. Et en plus de créer le modèle à gauche, il vous formule des suggestions de type préparation de données dans la partie droite. Il a détecté des incohérences et il vous propose de les corriger. Par exemple, des chaînes de caractères vides avant ou après les textes. Vous validez la recommandation de correction. Peut-être a-t-il détecté des doublons. Vous pouvez simplement valider la demande de suppression des doublons. Peut-être avez-vous des valeurs à vide. Il vous met en exergue des valeurs à vide et vous propose de les remplacer par une chaîne de caractères. Vous avez dans l'interface centrale en bleu l'état actuel, en orange l'état corrigé. Il peut aussi vous proposer de créer des attributs multiformes. Vous avez simplement besoin de valider la proposition qui vous est faite. Peut-être aussi a-t-il détecté des informations sensibles de type nom, prénom, email, numéro de sécurité sociale. Auquel cas, il vous propose de masquer les données sur les restitutions. Alors soit de les masquer complètement, en les remplaçant par exemple par des astérisques, soit en laissant uniquement les 4 premiers ou les 4 derniers caractères visibles. Donc vous voyez là, l'architecte a simplement besoin de valider les recommandations qui sont proposées par l'IA. Dernière recommandation, il nous suggère de créer un axe temps à partir de la date. Donc créer les attributs mois, trimestre et année à partir de la date. D'autres transformations sur les données sont possibles et on retrouve ce qu'on connaissait auparavant dans le produit, ce qu'on appelait le wrangling en anglais ou la fonction arrangée en français, des fonctions pour scinder des colonnes, modifier les types de données. Ce sont les fonctions qu'on connaissait déjà. L'interface a simplement été totalement revue. Les fonctions sont beaucoup plus accessibles par un système d'icônes graphiques. On peut s'y retrouver beaucoup plus facilement. On a donc notre modèle qui a été créé. On peut aussi, si besoin, ajouter manuellement, donc sans utiliser l'IA, de nouveaux attributs ou de nouvelles mesures. Pour ce qui est des mesures, petite nouveauté avec Mosaic, l'outil va vous faire des suggestions de création de mesures calculées en s'appuyant sur les mesures déjà existantes dans le modèle. Vous sélectionnez une suggestion, il vous propose la formule, il vous explique son calcul et vous pouvez demander d'ajouter la mesure ou non. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser le chatbot pour créer votre propre mesure. Vous pouvez organiser les objets comme vous le souhaitez. Donc, à l'intérieur d'un modèle Mosaic, vous pouvez créer des répertoires, par exemple un répertoire géographie, et glisser dedans les attributs connectés. Vous pouvez bien entendu supprimer des mesures ou des attributs qu'il aurait créés et que vous estimez non nécessaires ou non utiles, non pertinentes. Vous avez accès à la vue table du modèle. Donc là, vous avez l'ensemble des attributs des mesures que l'IA a créées, avec la possibilité de visualiser les jointures. Vous avez toujours la main, donc vous pouvez tout à fait rajouter une jointure manquante, supprimer une jointure qui vous semble inexacte, toujours repasser au mode éditeur, ils sont toujours disponibles. Et vous avez aussi accès à la vue modèle, donc l'organisation des attributs entre la vue hiérarchique, avec les relations de parenté entre attributs que là encore, vous pouvez modifier, amender si besoin. Une fois que votre modèle est terminé, vous lui donnez un nom. Comme je vous le disais, vous pouvez avoir plusieurs modèles Mosaic au sein d'un même projet. Vous avez ici une étape de publication des données qui a lieu si vous avez choisi le mode in-memory. Si vous avez choisi le mode Live Connect, évidemment, ce n'est pas nécessaire. Et ensuite, vous gérez la sécurité. Vous gérez la sécurité globalement sur un modèle Mosaic qui a le droit d'y accéder. Vous gérez la sécurité sur les objets individuels qui sont dans le modèle. Et vous gérez aussi les filtres de sécurité. Les modèles Mosaic embarquent donc tous les aspects de sécurité que l'on connaît habituellement avec la couche sémantique. ACL sur les objets et filtre de sécurité sur les données. Une fois que le modèle est constitué et que les règles de sécurité sont définies, on peut l'exploiter au travers d'interfaces externes, par exemple Tableau et Power BI. En cliquant sur le bouton I d'information, vous pouvez récupérer les chaînes de connexion et les tokens d'accès pour pouvoir se connecter depuis des interfaces tierces. Donc prenons l'exemple de Tableau. Vous ouvrez l'interface Tableau, vous rentrez l'adresse de votre serveur stratégie, vous vous authentifiez puisque votre sécurité et vos habilitations doivent être passées. Et depuis l'interface Tableau, vous allez pouvoir récupérer
pour un projet donné, les modèles mosaïques auxquels vous avez droit, et ensuite c'est du travail tableau classique. Vous récupérez les attributs, vous récupérez les mesures, vous récupérez les règles de calcul depuis Tableau. Le fonctionnement est plus ou moins similaire avec Power BI. Vous générez l'URL de connexion que vous allez pouvoir copier et que vous allez récupérer dans votre interface Power BI, accès aux données externes, et vous collez votre URL de connexion. Vous validez la connexion et vous allez récupérer l'ensemble des objets et des mesures que vous avez définis dans vos modèles mosaïques. Donc même principe, dans votre interface Power BI, vous récupérez à l'extrême droite votre couche de données et par glisser-déposer, vous allez construire votre dashboard Power BI. Un mot sur le modèle de licence. Pour créer un modèle mosaïque, une licence AI Power User suffit. La licence architecte peut être utilisée aussi, bien sûr, mais elle n'est pas nécessaire. On étend donc considérablement le nombre de personnes à même de créer des modèles. Ce n'est plus une affaire d'experts techniques, c'est une affaire d'experts métiers. L'exploitation d'un nouveau modèle mosaïque dans des rapports, dashboards, hypercards ou autres peut se faire dès le niveau AI Consumer. Seul le niveau de base Reporter ne le permet pas. Et pour ce qui est des personnes qui n'ont pas de licence stratégie aujourd'hui et souhaiteraient accéder au modèle mosaïque depuis des interfaces externes, comme Tableau, Power BI, Excel, Google Sheets ou autres, un nouveau module a été créé, le Mosaic Consumer, avec une tarification ajustée en conséquence. Si vous souhaitez tester Mosaic gratuitement et sans engagement, allez simplement sur notre site et vous trouverez en haut un bandeau qui vous amène à notre offre Free Trial de 30 jours. Un environnement cloud sera provisionné pour vous, vous recevrez l'URL et les accès par mail et vous aurez à disposition l'interface librairie cloud complète avec entre autres Mosaic Studio pendant 30 jours donc. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Thierry. Je vous propose maintenant de voir ensemble les dernières nouveautés en ce qui concerne les chatbots d'IA générative. Comme vous le savez déjà, si vous avez assisté à nos précédentes Tech Series, Stratégie propose une offre complète de chatbots d'IA générative pour tous les utilisateurs qui sont impliqués dans le cycle de vie analytique, des ingénieurs data aux utilisateurs métiers. Thierry a présenté la partie automodèle avec Mosaic, notre couche sémantique universelle qui inclut Mosaic Studio pour la création de modèles via l'IA. Dans cette nouvelle partie, nous allons nous concentrer sur les chatbots autonomes, qu'on voit ici, les Autobots, qui peuvent être accessibles depuis la librairie Stratégie, mais également sur smartphone et tablette, embarqués dans des applications métiers dans n'importe quelle page web ou des hypercards, et également via Microsoft Teams. L'update de mars 2025 a introduit Auto 2.0, qui est un chatbot basé sur l'architecture agentique, qui va donc exploiter la collaboration d'agents IA spécialisés pour fournir des réponses précises et pertinentes. Parmi les nouveautés, on va trouver notamment des capacités conversationnelles améliorées pour être basées sur plusieurs jeux de données, avec des interactions donc plus naturelles et contextuelles qui vont permettre de mieux comprendre les questions des utilisateurs. L'enrichissement automatique via l'IA qui va permettre de générer automatiquement des descriptions des différentes colonnes des datasets et qui peuvent ensuite être personnalisées en fonction du contexte métier. La possibilité d'exporter les visualisations générées dans la réponse au format Excel et CSV. Et Auto va proposer également beaucoup plus d'interactivité dans les visualisations, comme le fait de pouvoir manipuler et trier des grilles. Donc, on va illustrer certaines de ces fonctionnalités, mais également d'autres fonctionnalités très intéressantes qui ont été ensuite introduites avec la version de juin 2025. Dans cet exemple, je suis le responsable d'un magasin et je demande à Auto quelle est la prévision des ventes pour les produits alimentaires de la région sud. Comme vous pouvez le voir dans la réponse, Auto a répondu à la question en donnant la valeur qu'on voit ici dans la grille
Et en dessous, il a généré ce qu'on appelle des insights. Les insights vont proposer des explications, des recommandations, vont permettre d'identifier des tendances. L'objectif des insights est d'apporter une valeur supplémentaire en mettant l'accent sur des éléments pertinents par rapport à la question posée. Mais si vous ne vous intéressez qu'aux chiffres, enfin, qu'aux réponses en tant que telles, vous pouvez désactiver les insights. Auto fournit également plus d'interactions dans les visualisations avec, comme vous le voyez ici, par exemple, le fait de pouvoir trier, filer une colonne, reformater leur taille ou encore choisir les colonnes à afficher dans une grille. Les utilisateurs vont pouvoir enregistrer la réponse dans ce qu'on appelle les snapshots, dans leur historique. Et depuis la fenêtre de snapshot, l'utilisateur va pouvoir retrouver toutes ces options, l'interprétation, la copie, l'export. Ils vont pouvoir agrandir, relancer des requêtes à tout moment. Les utilisateurs vont aussi pouvoir, comme on l'a dit, exporter les données sous forme, alors les visualisations sous forme d'images ou les grilles sous forme de CSV ou Excel pour pouvoir les conserver et les partager avec leurs collègues. La précision des calculs et la confiance des utilisateurs sont des éléments essentiels pour que le déploiement d'un chatbot soit un succès. Pour visualiser comment Otto a répondu à une question, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation. Ça va vous donner des informations comme les agrégations, les filtres qui ont été appliqués, les regroupements, offrant une vraie confiance dans les réponses pour les utilisateurs. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aussi afficher la requête SQL générée en cliquant d'abord sur Interprétation, puis sur Passer à la vue SQL en haut à droite de l'interprétation. Ça va permettre de faciliter la vérification de la réponse et d'assurer une vraie confiance grâce à une transparence complète. J'en profite pour rappeler que tous les calculs que vous voyez ici sont faits par le moteur analytique stratégique qui est déterministe et non pas par le LLM qui est probabiliste, ce qui va permettre de fournir des calculs extrêmement précis. Quand l'utilisateur pose une question ambiguë et que le bot n'est pas sûr, il va demander une clarification et suggérer des interprétations possibles. Par exemple, l'axe ou l'indicateur à utiliser. Ça va permettre de guider l'utilisateur et d'offrir une vraie confiance dans les réponses apportées. Donc là, on a sélectionné une proposition et relancé la requête. Donc ça permet d'affiner et de s'assurer qu'on pose une question avec un contexte précis. C'est particulièrement important dans le cas des chatbots qui sont basés sur plusieurs jeux de données. Tout comme avec ChatGPT, la notion de chat est désormais intégrée à Otto. Vous pouvez démarrer une conversation, en créer une autre, puis revenir à la précédente sans avoir besoin de réinitialiser votre session. Une conversation que vous voyez ici correspond à un contexte, un sujet et est conservée dans l'historique. Afin d'avoir un point d'entrée unique pour toutes les questions, quel que soit le sujet, vous allez pouvoir créer un chatbot universel qui va acheminer la question vers le bot correspondant. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs bots sous-jacents, un pour des questions marketing, un pour le RH, un pour la finance, la gestion des stocks, et l'utilisateur a un point d'entrée unique qui est un chatbot qui va router la question vers le bot approprié. Nous avons donc vu ensemble certaines des nouvelles fonctionnalités qui permettent d'améliorer l'expérience pour l'utilisateur final. Maintenant, je vais vous parler de quelques nouveautés en termes de configuration du chatbot. Le chatbot peut être créé dans la librairie, la bibliothèque stratégie, via une simple interface graphique. Les chatbots, comme on peut le voir ici, peuvent être basés sur plusieurs jeux de données qui peuvent être enrichis avec des attributs et des mesures dérivées, ce qui va permettre d'offrir davantage de flexibilité et de capacité d'analyse. Au moment de la création du chatbot, des descriptions de chacune des colonnes vont être générées automatiquement par l'IA. Vous allez pouvoir modifier la description de ces colonnes pour les adapter au contexte de votre entreprise. Ajouter des règles de gestion spécifiques, des synonymes, des acronymes
pour que les questions des utilisateurs soient interprétées de façon optimale. Vous allez aussi pouvoir affiner le bot grâce à des instructions personnalisées pour fournir des règles spécifiques, spécifier le format des réponses. Vous allez pouvoir définir le niveau de créativité via la notion de température. Une valeur élevée va encourager l'expression innovante, tandis qu'une valeur plus basse va privilégier la précision factuelle et les réponses directes. Depuis l'update de juin, Auto permet d'interroger des données non structurées, comme des logs sous format PDF, doc, texte ou Markdown. En complément de l'analyse de données structurées, vous pouvez donc obtenir des informations à partir d'enquêtes de satisfaction, de tickets support ou autres. Nous avons donc vu ensemble un aperçu des principales nouveautés en IA générative. Pour rappel, Mosaic, présenté par Thierry, et l'ensemble des fonctionnalités IA nécessitent à nos clients d'être en cloud. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos offres cloud ou tester l'IA, n'hésitez pas à nous contacter. Passons maintenant aux nouveautés BI. Comme vous pourrez le constater, les versions de mars et de juin apportent beaucoup de nouveautés en termes de BI pour la bibliothèque, la librairie, les dashboards, la distribution et l'administration. Notre équipe produit souhaite vraiment encourager tous nos clients à utiliser les nouveaux outils modernes et non plus les outils legacy. Donc ça veut dire utiliser la librairie, la bibliothèque au lieu du portail web, utiliser Workstation qui remplace Developer, Object Manager, bientôt Integrity Manager, les scripts Python au lieu de Command Manager et Distribution Services au lieu de Narrowcast, même si celui-ci est quand même beaucoup moins utilisé. Et donc, comme vous allez le voir, on a des nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées aux outils modernes en fonction des demandes de nos clients. Et l'objectif, c'est vraiment de faciliter cette transition et bien sûr de proposer des nouvelles fonctionnalités innovantes. Nous allons donc commencer par les nouveautés qui sont disponibles dans la librairie ou la bibliothèque. Je précise que la plupart de ces fonctionnalités ne sont pas disponibles dans le portail web. Les snapshots, il s'agit de l'équivalent de la liste d'historique que vous connaissez peut-être, qui était disponible dans le portail web. Les snapshots vont permettre aux utilisateurs de conserver une copie figée d'un dashboard à un instant T. Donc, dans un dashboard, dans le menu Partager en haut à droite, on peut sélectionner S'abonner au tableau de bord et en plus de la possibilité de distribuer des emails avec en pièce jointe un Excel, CSV, PDF, vous allez retrouver la fonction instantanée, ce qui correspond à un abonnement qui va générer dans la bibliothèque une image du dashboard à un instant T avec la possibilité, si on le souhaite, de générer un envoi immédiat. À chaque création d'instantané, en fonction de la fréquence ou d'un événement, l'utilisateur va recevoir une alerte par email. L'utilisateur va ensuite pouvoir accéder à l'ensemble de ces instantanés depuis la page d'accueil de la librairie via la fenêtre d'information, donc en cliquant sur le petit i sur la vignette du dashboard ou en mode liste, on a cette icône également. Dans la fenêtre d'information, on va avoir la liste des différents snapshots, des différents instantanés. Vous connaissez probablement cette fonctionnalité qui consiste à créer des alertes dans un rapport dans le portail web pour générer un email basé sur une ou plusieurs conditions, sur des valeurs d'indicateurs ou des attributs. Par exemple, pour recevoir une alerte si la valeur du stock est en dessous d'un certain seuil. La fonctionnalité d'alerte est désormais disponible dans les tableaux de bord, dans les dashboards, dans la bibliothèque, en mode consommation et non en création, en cliquant en haut à droite d'une visualisation, dans le menu contextuel, vous avez cette petite pop-up qui permet de configurer une alerte, donc pour un utilisateur consommateur. Et donc, on va ensuite pouvoir définir les critères d'envoi et l'utilisateur va pouvoir retrouver cet abonnement dans le menu souscription de la bibliothèque s'il souhaite le modifier ou le supprimer. Voyons maintenant quelques nouveautés dans les dashboards. Des modifications ont été apportées à l'interface de création pour réduire le nombre de clics et améliorer l'ergonomie via un accès
plus rapide à une plus grande portion de l'écran. Donc on va pouvoir vraiment masquer tous les panneaux simultanément et on a ajouté des raccourcis pour les actions qui étaient avant disponibles via le menu affichage. Donc on a des raccourcis clavier uniformes pour tous les panneaux, ce qui va permettre de basculer plus rapidement entre différents panneaux de l'éditeur grâce à ces raccourcis, sans avoir à ouvrir le menu affichage. Vous allez pouvoir désormais définir des ACL, donc une sécurité des droits d'accès, directement au niveau des chapitres des dashboards. Donc, tout simplement en faisant un clic droit en mode édition sur un chapitre, vous allez pouvoir gérer l'accès comme on le voit ici. Ça permet d'éviter de devoir dupliquer des tableaux de bord pour différents usages. Par exemple, si un chapitre ne peut être vu que par une certaine population d'utilisateurs. Donc, c'est encore un gain, c'est un gain en termes de développement et de maintenance. Nous allons maintenant voir 3 fonctionnalités qui permettent de donner plus de flexibilité au profil consommateur, donc des personnes qui ne sont pas habilitées à créer et à sauvegarder du contenu. Donc on a apporté ces nouvelles fonctionnalités qui sont la possibilité de dupliquer des dashboards, mais également des rapports et des documents, de créer des fils qui n'ont pas été prévus par le concepteur, et la notion d'objet paramétré. Les 2 premiers sont disponibles à la fois dans le portail web et dans la librairie. Par contre, les objets paramétrés sont uniquement disponibles dans la librairie, dans la bibliothèque. L'un des objectifs de ces nouvelles fonctionnalités est de réduire le nombre de profils power user, donc créateurs, qui sont nécessaires parmi les utilisateurs, et donc de faciliter la transition vers le cloud du point de vue de licence. Donc si, comme nombreux de nos clients, vous êtes en train d'étudier les différents profils d'utilisateurs pour le passage en cloud, soyez bien attentifs. Un utilisateur consommateur peut désormais enregistrer des copies personnelles de ses rapports, ses tableaux de bord et documents. Donc via la notion dupliquer. Donc là, je sauvegarde, je fais des modifications, je vais pouvoir driller, changer des valeurs de filtre, etc. Et donc, en tant qu'utilisateur consommateur, je vais pouvoir sauvegarder cette copie dans mes objets personnels. L'utilisateur consommateur va également pouvoir ajouter des filtres supplémentaires dans le panneau de filtre en sélectionnant des éléments dans le jeu de données. Donc il faut pour cela que le concepteur du dashboard ait coché l'option autoriser les utilisateurs à ajouter des attributs en tant que filtre supplémentaire au panneau de filtre qui est disponible dans les propriétés du tableau de bord. Une fois cette option activée, l'utilisateur en mode consultation, donc le consommateur, va pouvoir ajouter des filtres et sélectionner n'importe quel axe disponible dans le ou les jeux de données et les ajouter à son tableau de bord. Et donc, vous voyez, Asset Group apparaît maintenant parmi les éléments disponibles dans le critère de filtre. Il va pouvoir également ajouter des bookmarks, donc des signets, qui sont des éléments personnels que l'utilisateur va pouvoir enregistrer et retrouver. Vous connaissez sans doute la notion de paramètres de valeur et de liste d'éléments qui existe déjà depuis l'update 12 de décembre 2023. La version de mars 2025 introduit la notion d'objet paramétré, donc les paramètres d'objets ou objets paramétrés, dont l'approche est similaire à celle des invites d'objets. Les objets paramétrés sont des ensembles d'axes ou d'indicateurs qui peuvent être sélectionnés par les utilisateurs en mode consultation pour personnaliser le contenu des visualisations et ils apportent donc davantage de flexibilité. Donc on voit ici le processus de création d'un paramètre d'objet, d'abord à l'aide d'attributs. Donc là, on va pouvoir définir un paramètre de dimension, donc qui va correspondre à un ensemble d'attributs qu'on va pouvoir sélectionner dans les différents jeux de données. Et on va pouvoir par ailleurs créer un autre objet paramétré pour les indicateurs. Mais on ne va pas pouvoir mixer des axes et des indicateurs dans le même paramètre. Donc ici, j'ajoute ensuite un sélecteur de paramètres dans lequel je vais glisser le paramètre que j'ai créé, dimension parameter.
Et je vais ensuite ajouter ce paramètre dans les objets de ma grille. Et je peux ensuite faire la même chose pour les indicateurs. Donc ça correspond à ce qu'on pouvait faire via des sélecteurs d'attributs et de mesures, mais c'est beaucoup plus scalable et beaucoup plus performant. Est-ce que vous connaissez tous la grille moderne qui fait partie des visualisations disponibles par défaut dans la section grille avec la grille simple et la grille composée? Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à l'utiliser parce que la grille moderne offre de nombreuses fonctionnalités très intéressantes par rapport à la grille standard, comme l'affichage de micrographiques ou de tendances sur les différentes lignes ou encore l'épinglement des colonnes. Cependant, certaines limitations subsistaient, comme par exemple la possibilité de faire du drill, donc du drill down comme on le voit ici, ou encore de faire du reporting hiérarchique pour des sources OLAP. Elle offre maintenant ces 2 possibilités, ainsi que le masquage des colonnes, donc ce premier point, qu'on va explorer ensemble. Vous avez parfois besoin d'ajouter une colonne à une grille pour ajuster une agrégation, des jointures, ajouter un seuil ou faire du tri sur une colonne, mais vous ne souhaitez pas qu'elle soit visible pour les utilisateurs finaux. Dans une grille moderne, vous allez pouvoir maintenant masquer une colonne et la mesure ou l'attribut va toujours s'afficher dans l'éditeur, le panneau éditeur, mais pas dans la grille. On va pas pouvoir aujourd'hui couvrir l'ensemble des nouveautés dans les dashboards, mais je vous invite à regarder notre documentation et à les explorer en fonction de vos intérêts. Nous allons maintenant parler de l'intégration avec la suite Office et de manière générale avec les outils de productivité. Vous vous connaissez déjà les connecteurs Office pour Excel, PowerPoint, Teams qui permettent d'afficher ou de rafraîchir du contenu qui provient de jeux de données, maintenant de modèles mosaïques ou encore de dashboards dans la suite Office. Ce sont des connecteurs qui permettent des gains de productivité très importants et qui permettent également d'assurer le contrôle sur les données qui sont partagées. La version de juin introduit le connecteur pour Google Sheets qui permet de se connecter à des datasets, des cubes, du contenu provenant de dashboards depuis Google Sheets. En ce qui concerne l'add-in Excel, il permet maintenant d'importer des documents Report Services. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui était demandée par certains clients, car cela était possible avec l'ancien plugin Excel. Les updates de mars et de juin apportent également beaucoup de nouveautés en termes d'export et de distribution. Vous pouvez désormais créer des abonnements pour diffuser automatiquement du contenu sur un OneDrive ou un SharePoint à une fréquence souhaitée ou en fonction d'un événement comme le rafraîchissement des données. Vous pouvez également exporter directement à partir de la vignette du tableau de bord sur la page d'accueil, comme on le voit ici, le petit icône Excel ou PDF, et également créer des liens sur des images du tableau de bord pour déclencher l'exportation. Donc là, vous voyez, on a ajouté une image PDF Excel qui va générer directement l'export PDF ou Excel d'un tableau de bord. Et donc ça c'est possible via une configuration dans les propriétés du dashboard qui va définir le mode d'exécution par défaut. On a également ajouté le format CSV dans l'option d'export global qui est disponible via le menu Partager et dans les abonnements pour offrir une intégration plus simple avec des systèmes tiers, le format CSV étant celui qui est le plus universel. Vous connaissez peut-être la fonctionnalité de bursting qui était disponible dans les rapports et documents et qui permet de générer des envois d'emails avec un découpage selon un ou plusieurs axes. Le bursting est maintenant disponible dans les dashboards. Donc, cette fonctionnalité va permettre aux administrateurs de planifier des envois de tableaux de bord au format PDF à une liste dynamique de destinataires avec des données qui sont découpées en fonction de l'adresse email de l'utilisateur. À partir de la version de mai 2025, vous allez pouvoir ajouter des modèles Excel, des templates avec votre logo, votre charte graphique, ce qui va permettre de standardiser le contenu Excel qui est fourni dans le cadre des abonnements. Nous allons clôturer cette session par quelques nouveautés pour l'administration de la plateforme.
Les scripts Python qui sont disponibles dans Workstation permettent d'automatiser les tâches d'administration, comme par exemple la création d'utilisateurs, le rafraîchissement de cubes, comme cela est possible avec Command Manager. À partir de la version de mars, vous pouvez créer une tâche planifiée qui programme l'exécution des scripts Python dans Workstation. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible pour nos clients qui sont en cloud managés et donc ils vont pouvoir planifier, automatiser le lancement des scripts Python directement depuis Workstation via le concept de tâches planifiées qui fonctionne comme des abonnements, mais au lieu de rapport, le contenu est d'un script Python et il n'y a pas de destinataire. De manière générale, chaque update apporte des nouvelles fonctionnalités, des améliorations dans la navigation, l'ergonomie de Workstation. Pour ceux d'entre vous qui sont administrateurs ou architectes, si vous utilisez toujours développeur, je vous encourage fortement à commencer à utiliser Workstation. Je pense que vous allez être agréablement surpris. Comme vous l'avez vu, Strategy propose une grande palette de nouvelles fonctionnalités dans les updates de mars et de juin 2025. Donc ici, on a un aperçu pour le mois de mars, ici pour le mois de juin. Donc on a pu voir une partie d'entre eux, on n'a pas pu être exhaustif, mais l'idée était de vous présenter les nouveautés les plus impactantes. N'hésitez pas à les explorer via notre site de démo, dans notre dashboard What's New ou encore dans notre README, dans notre page stratégie What's New. Merci beaucoup pour votre attention. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous disons à bientôt.